On dit que la nourriture est le premier médicament qui entre dans le corps humain. On ne sait pas comment et pourquoi. On va nous expliquer tout à l'heure, puisque ce sont des choses qui se disent. On va parler nutrition dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé, avec comme sujet comment prévenir ou encore éviter les maladies cardiovasculaires par l'alimentation. Ça semble bien intéressant et c'est les sujets qu'on va aborder dans le nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Bienvenue à tous. Ce sera avec une nutritionniste. Comment éviter les maladies cardiovasculaires par son alimentation? Oui, c'est possible. On va apprendre aujourd'hui les types d'aliments à consommer et on va parler de ça avec notre nutritionniste qui est avec nous ici, Bijou Modiri. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Le prénom, apparemment, ça a trait à la nutrition aussi, hein? Genre les bijoux, ils aiment trop tout ce qui est nutrition là. Je suis biochimiste de formation. Ah, ça aussi, hein? Oui, je suis biochimiste de formation d'abord. Je me suis formée en nutrition un petit peu plus tard dans ma vie parce que c'était d'abord pour moi, parce que j'avais des problèmes de fatigue chronique par rapport à la maladie que j'avais. Et donc, je me suis certifiée en nutrithérapie et micronutrition. Donc, c'est quoi la nutrithérapie? C'est la thérapie, c'est-à-dire la prévention et la guérison par l'alimentation. Puisque vous êtes dedans, parlez-nous un peu de la nutrition. Là, c'est une science. C'est quoi? La nutrition, des ça méthodes. aide à déjà voir comment l'alimentation interagit dans notre organisme, les besoins qu'on a de ce qu'on a besoin pour fonctionner. Et donc, voilà, s'il y a des déficits alimentaires, corriger aussi notre alimentation pour mieux fonctionner, pour bien fonctionner. On dit que la nourriture est le premier médicament dans le corps humain. Est-ce vrai? L'alimentation, oui, c'est le premier médicament. La nourriture, l'alimentation, cette nuance-là. La nourriture, c'est l'alimentation. Bon, l'alimentation, c'est ce qu'on consomme. Donc oui, c'est l'ensemble, c'est vaste un peu, la nourriture. C'est vrai que c'est le premier médicament. C'est le premier médicament, il faut commencer par l'alimentation d'abord. Parce que tous les médicaments déjà, tout ce qu'on produit comme médicaments, la source, le principe actif, c'est-à-dire ça vient des plantes, ça vient de l'alimentation. Donc on a regardé ce qui fait du bien et on a extrait cette source-là, cet ingrédient-là qui agit dans le corps pour le concentrer en faisant un médicament. Donc d'abord, on commence par les plantes médicinales, on commence par les fruits, les légumes, et on se rend compte que ça donne des bénéfices dans le corps. Et alors, on fait des tests, on regarde, on fait des études cliniques. La recherche clinique, ça sert à voir comment est-ce que si on donne un aliment, par exemple, ou un médicament, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et alors, on fait des tests, on fait des études cliniques, c'est-à-dire on donne à certaines personnes, on suit ces personnes pour savoir les réactions que ça donne dans leur corps. Parce qu'on ne peut pas simplement sortir un aliment ou un médicament et dire voilà, c'est bon pour la santé parce qu'on a testé sur une seule personne ou sur deux personnes. Comme chaque personne est différente, on est obligé de faire sur un grand nombre de personnes pour pouvoir sortir cet aliment ou ce médicament. En entendant, on peut parler de l'apport de la nourriture, de l'alimentation dans le corps humain. On dit que pour le bon fonctionnement, en tout cas moi je ne fais que relayer, hein. On dit que pour le bon fonctionnement du corps, il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est des portions. En tout cas, peu de personnes comprennent ce concept ou cette approche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on doit consommer? On doit commencer à compter. Non, j'ai mangé patates, je sais pas, voilà. Patates, feuilles, si c'est légumes, amarande, et puis on compte la pomme, on compte la banane, on compte l'orange, et puis ça fait 5. C'est 5 portions de fruits et légumes, c'est-à-dire que vous pouvez consommer 3 portions de légumes. Les portions, c'est-à-dire c'est une portion quand vous mangez. Vous avez une portion de fruits, vous avez une portion de légumes. Et c'est 5, vous devez en consommer 5. Donc si vous prenez par exemple 2 fruits ou 2 portions de fruits, et vous pouvez aussi rajouter donc 3 portions de légumes.
Donc, c'est pas je prends un fruit, je prends 2 fruits, je prends 3 fruits. J'ai 3 fruits et puis je dois juste prendre une source de légumes et une deuxième source de légumes et j'ai 5. C'est pas 5, c'est 5 portions. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une salade de fruits qui est une portion de fruits. Donc, c'est pas juste un fruit. Donc, vous pouvez aussi mélanger. Vous pouvez mélanger les légumes, vous pouvez mélanger les fruits. Attendez, là carrément, vous pouvez nous aider à faire des mélanges, même dans nos maisons respectives, non? Vous voyez pas? Genre, vous prenez une assiette et vous mettez... Bon, la base, c'est d'abord les légumes. Parce que les légumes, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte des fibres, ça apporte beaucoup de minéraux dans l'organisme et c'est aussi... ça enlève l'acidité, donc ça enlève l'acidité, l'inflammation dans l'organisme. Donc ça, c'est très intéressant. Les fruits sont intéressants aussi parce que, évidemment, c'est naturel, c'est bien à consommer parce que ça contient beaucoup de vitamines aussi et des minéraux aussi. Donc tout ce qui est vitamine C, vitamine B, comme on entend souvent, le potassium. La banane est une très bonne source de potassium d'ailleurs. Et donc, vous pouvez faire des mélanges, mais le fruit, il ne faut pas en consommer. Il faut consommer le fruit. En fait, il faut toujours manger le fruit plutôt que faire un jus de fruit. Parce que le fruit, c'est mieux manger parce qu'il y a des fibres. Quand vous faites le jus, vous prenez que le jus de fruit, donc ça devient vous prenez vous avez plus de source de sucre et le fibre qui est autour n'est pas dans le jus. Donc, vous enlevez le bénéfice du fruit parce que dans le fruit, il y a bien sûr les vitamines, tout ça, mais il y a des fibres aussi qui vont aider aussi pour votre digestion, pour votre fonction intestinale. Il faut savoir que tout ce qui est intestinal, c'est là où on fait notre système immunitaire. Donc, 70% de notre système immunitaire vient de notre microbiote, donc tout ce qui est flore intestinale. Et si on enlève ces fibres, ce qui est bénéfique dans le fruit, on empêche tout ça et on n'a que le sucre. Parce que dans le fruit, il faut savoir qu'il y a le fructose, qui est le sucre qui se trouve dans le fruit. Donc quand on prend un jus, on prend un concentré de sucre en fait. Et on enlève tous les autres bénéfices. Et c'est mieux d'ailleurs de prendre un jus fait maison qu'un jus qu'on achète. Parce qu'un jus qu'on achète, on a détruit déjà pas mal de vitamines. Parce qu'on a pasteurisé ce jus pour qu'il soit stable. Et donc, vous avez la chaleur qui va détruire une bonne partie de vitamines. Vous avez l'air, la chaleur, la conservation. Donc, on va devoir conserver ce jus-là pour qu'il dure longtemps dans les supermarchés avant que vous l'achetiez, que vous le consommez. Donc, tout ça fait que vous n'aurez pratiquement rien de bénéfique dans votre jus. Donc, c'est toujours mieux de manger d'abord le fruit. Et puis, si vous voulez vraiment un petit boost, vous faites un jus, mais fait maison, et le boire idéalement dans la minute, que de le conserver, parce qu'avec la conservation aussi, vous perdez d'autres nutriments, d'autres aliments. On sent qu'il y a beaucoup à apprendre ici. On va parler de l'apport de la nourriture, des aliments, ou de l'alimentation dans le corps humain. Et on va plus s'atteler au fonctionnement du cœur. Parce que, souvenez-vous, notre sujet se limite des maladies cardiovasculaires. On va parler surtout de ça. Bien sûr. Et quels sont ces aliments qui contribuent au bon fonctionnement du cœur? Mais avant cela, j'aimerais bien que vous nous fixiez un peu sur quelques maladies cardiovasculaires avant de parler justement des aliments à consommer qui peuvent contribuer au bon fonctionnement du cœur. Oui, d'abord, avant de commencer par parler des aliments pour prévenir ces maladies cardiovasculaires, donc on a tout ce qui est AVC, accident vasculaire cardiaque, on a des AVC, on a des arythmies, on a des hypertensions. Tout ça, c'est des maladies qui touchent au cœur ou aux artères qui vont vers le cœur. Donc, c'est ça qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Donc, la vascularisation qui se fait vers le cœur. Donc, ces maladies-là, c'est quoi les causes principales? Pour pouvoir prévenir, il faut savoir pourquoi on a ces maladies. Donc, les causes, c'est souvent déjà l'hypertension artérielle, c'est une des grands facteurs de risque d'avoir dans tout ce qui est AVC.
ou bien crise cardiaque. Parce qu'il faut savoir que plus on a cette tension, ça abîme les vaisseaux, sanguins, et donc ça peut avoir un risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Sinon, on a surtout l'obésité aussi, la graisse, les graisses saturées, donc les graisses qui bouchent les artères. Donc on a les artères où le sang circule normalement, mais de plus en plus on a la graisse, de plus en plus ça rétrécit. C'est parce que la graisse se met sur les parois et donc ça rétrécit les artères et donc le sang ne circule plus très bien. Et on peut avoir des caillots qui peuvent se boucher et c'est ça qui peut donc donner un AVC ou une personne comme ça normale. Du jour au lendemain, il tombe, on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a eu cette accumulation de graisse dans son corps, dans son organisme. Et surtout, il faut faire attention à la graisse viscérale, la graisse qu'on appelle viscérale. C'est une graisse qui est surtout vers la paroi abdominale, c'est la graisse abdominale, qui est profonde, qui est à l'intérieur de l'abdomen. Et cette graisse, en fait, entoure les viscères, donc les organes vitaux. Et cette graisse-là, dont on doit faire vraiment attention pour ne pas avoir ça. Et comment on sait qu'on a la graisse viscérale? On fait des examens. Ou alors avec une balance impédance mètre, une analyse corporelle. Moi, je fais ça avec mes clients quand ils viennent me voir. Donc, je pèse. On n'a pas que le poids, parce que le poids en soi, ça ne veut rien dire. Le poids, ça peut être que vous avez beaucoup de muscles, vous avez beaucoup d'eau, ou c'est la graisse, donc on ne sait pas ce qu'il y a. Et donc avec cette balance, on peut vraiment détecter si on a beaucoup plus de graisse que de muscles ou on a beaucoup plus de muscles que de graisse et surtout si on a la graisse viscérale. Mais ce qu'on conseille, c'est aussi de mesurer le tour de taille. Le tour de taille chez la femme ne doit pas dépasser 80 cm. Idéalement, pas plus de 100 cm. Alors si on a 100 cm, on sait qu'on a beaucoup de graisse. Et surtout la graisse viscérale. Et chez l'homme, c'est 94 et idéalement, pas plus de 120. Et là, ça devient dangereux. Donc, il y a la graisse, il y a le fait de la sédentarité. Et les gens ne bougent pas assez, ils ne font plus d'exercice physique. Donc, tout ça aussi, ça fait que la circulation sanguine ne fonctionne pas très bien. Il n'y a pas de viscosité, on ne bouge plus, on ne fait plus rien, on ne fait que manger et alors le corps est en train de s'engraisser, de s'abîmer, les vaisseaux ne reçoivent pas assez d'oxygénation parce qu'on n'a pas assez d'oxygène quand on sort, quand on bouge, on produit aussi beaucoup plus d'oxygène parce que ça fait circuler aussi toutes les cellules dans notre organisme. Donc on a besoin d'exercices physiques. Éviter le tabagisme aussi, parce que ça aussi, ça abîme les vaisseaux, le tabagisme. Et faire attention au tabagisme secondaire, c'est-à-dire vous ne fumez pas, mais les personnes autour de vous fument, vous avalez aussi cette fumée. Donc il faut fuir toutes les personnes qui fument. Il ne faut pas être à côté. Bon, il faut peut-être pas être dans un endroit déjà fermé à côté de ces personnes qui fument. Idéalement être près de dehors. Et idéalement, ne pas recevoir la fumée en pleine face. Parce que si vous ne fumez pas, ce sera quand même dommage d'avoir le mauvais de la fumée alors que vous n'êtes pas une fumeuse ou un fumeur. Donc il y a le tabagisme, il y a la sédentarité. On a parlé de quoi? De l'alimentation, tout ce qui est aliments gras, les huiles saturées, donc les huiles qui sont dures à température ambiante. Par exemple, vous avez le beurre. À température ambiante, il est dur, c'est pas une huile. C'est ça qu'on appelle la graisse saturée. Par exemple, la graisse de la viande. La viande, quand vous faites cuire, à un moment donné, vous le laissez, vous allez voir les taches blanches là qui est restée dure. Ça, c'est la graisse. Donc, c'est la graisse saturée. C'est ça qu'on appelle donc les déjà, huiles saturées. Si je comprends bien, vous parlez déjà des aliments, entre guillemets, à ne pas consommer. À ne pas consommer, à éviter. À éviter. Donc, on a les causes pour l'alimentation, donc mauvaise alimentation. Les alimentations, tout ce qui est transformé, les biscuits, les aliments industriels, parce que dedans, on met des huiles saturées pour la stabilité de l'aliment.
dans les biscuits, dans tout ce qui est pâtisserie, industrielle, fait industriellement, donc ceux qu'on achète, c'est souvent des huiles saturées. Donc quand on consomme plus souvent ces genres d'aliments, des chips, des fritures aussi, tous ces aliments frits, donc il faut éviter aussi un petit peu tout ça. Ça nous apporte la graisse dans le corps, c'est ça? Ça apporte la mauvaise graisse dans le corps. Il y a la bonne graisse et il y a la mauvaise graisse. On en parlera tout à l'heure, la bonne graisse. Ça va nous intéresser. Il y a la bonne graisse et il y a la mauvaise graisse. Dans la mauvaise graisse, c'est cette graisse qui stagne. Donc on parle souvent de l'huile de palme, mais il y a une différence entre l'huile de palme rouge que nous consommons, qui est une huile de palme naturelle, qui n'a pas été désodorisée, blanchie, raffinée, qui est blanche, celle qu'on met plus dans les aliments industriels, que notre huile de palme qu'on consomme. Bon, on ne dit pas non plus qu'il faut consommer ça tous les jours, l'huile de palme, parce qu'il y a quand même cet acide palmitique qui est mauvais. C'est ça qui fait que ça peut engendrer un taux de cholestérol élevé et donc causer aussi des maladies cardiaques. Et l'huile sans cholestérol, ça passe quand même? Ou bien sans cholestérol, ça passe? Ou bien ça aussi c'est à consommer mais avec modération? L'huile, quand on dit sans cholestérol, c'est qu'on a trafiqué, donc c'est déjà pas une huile naturelle. Donc les huiles naturelles, on a des huiles qu'on appelle des acides gras oméga 3 et oméga 6 qu'on trouve dans les poissons, les huiles de poisson. Donc les poissons gras, on a dans les chinchards les poissons gras, on a dans les petits poissons, le saumon, le thon, c'est déjà un gros poisson. Mais plus le poisson est gros, plus on a aussi des métaux lourds. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des métaux lourds aussi dans les poissons vu qu'ils sont dans les eaux polluées. Donc il y a ce côté risque-bénéfice. Donc soit on mange beaucoup de poissons gras en sachant que le gras retient beaucoup de métaux lourds, alors on privilégie les petits poissons. Comme ça on n'est pas très intoxiqué non plus par les métaux lourds. Mais en faisant ça, on sait qu'on mange quand même un poisson gras et cette graisse-là est bénéfique justement pour la circulation sanguine et qui aide aussi pour la protection de tout ce qui est crise cardiaque et AVC. Ça a été prouvé scientifiquement que ça protège donc les acides gras qu'on appelle oméga 3 qui se trouvent donc dans les poissons gras, dans tout ce qui est crustacés. Donc on peut manger notre kosa, on peut manger le chinchard qu'on appelle Thompson, on peut manger du saumon qui est congelé ou pas? Congelé ou pas, ça n'a pas d'importance parce que normalement, si c'est bien congelé, c'est-à-dire qu'on l'a accueilli, on l'a pêché et on l'a directement congelé, donc ça ne perd pas ses nutriments. Et donc dès qu'on décongèle, on l'utilise et ça garde normalement tous les nutriments qu'il y a dans le poisson et l'huile aussi, évidemment. Dans la sardine aussi, il y a du poisson gras, il y a de l'huile grasse, il y a la bonne huile. Donc les oméga 3. Donc il ne faut pas jeter l'huile de la sardine en disant c'est une mauvaise huile. Attendez, au contraire, c'est une bonne huile. Carrément. On va faire une liste parce que c'est très important. On commence d'abord par les aliments à éviter. Les aliments, ouais, tout ce qui est les biscuits, la graisse saturée. La graisse saturée. La graisse saturée, je vous ai dit, c'est la graisse qui reste la mauvaise graisse. La mauvaise graisse qui reste dure à température ambiante. Donc on reconnaît quand la graisse animale, parce que quand on cuit la graisse, l'animal dans sa propre graisse, vous voyez cette huile qui reste là, après elle devient dure. Donc ça fait la même chose dans notre organisme. Donc ce côté dur là, les dépôts de graisse se font avec la graisse saturée. Donc tout ça, ça se trouve aussi dans tout ce qui est industrialisé. Des biscuits, les chips, les pâtisseries industrielles, tout ce qu'on achète dans les supermarchés, les aliments transformés. Souvent, il y a cette huile, cette mauvaise huile qui est dedans. Donc ça, il faut limiter. Et dans le lot, il y a, comment on appelle ça? Fromage, beurre. C'est dans le lot des mauvaises graisses ou bonnes graisses? Dans le fromage et le beurre, non. Il n'y a pas de mauvaise graisse. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte à consommer. Non, il n'y a pas de le fromage ou beurre. Il n'y a pas de preuve scientifique que le fromage ou le beurre, parce que ça, ce sont des dérivés de lait. Donc, ce n'est pas
c'est un produit laitier, c'est pas un produit animal. C'est plus dans la graisse animale. C'est cette graisse animale qu'il faut éviter. Ok. Donc, et du côté de la bonne graisse, des aliments maintenant à consommer. Des aliments maintenant à consommer. Les maladies cardiovasculaires. Donc, comme je vous ai parlé des oméga 3, donc des huiles riches en oméga 3 qui se trouvent plus dans le poisson. Dans les poissons comme les chinchards, les sardines, le saumon, le thon. Bon, le thon est déjà un poisson plus grand. Les anchois, les petits poissons gras. Les poissons gras, parce qu'il y a des poissons qui ne sont pas gras. Donc on peut manger du poisson comme on veut, mais il faut favoriser quand même le poisson gras. Comme ça, on a ce bénéfice-là d'avoir cette huile-là dans notre organisme. On a tout ce qui est fruits et légumes, qui nous donne une bonne circulation sanguine, qui nous évite les inflammations, parce que les inflammations, c'est ça aussi qui abîme les artères et les vaisseaux sanguins. Donc, consommer tout ce qui est légumes, tous les légumes, les fruits, comme je vous ai dit, les manger mieux que le faire en jus, en fruits. Et alors, éviter le sucre, surtout les aliments qu'on dit à indice glycémique élevé. C'est quoi l'indice glycémique? C'est quand on mange un aliment, c'est la vitesse à laquelle le sucre entre dans notre corps et dans la glycémie en fait. C'est la vitesse à laquelle on a une glycémie élevée, donc c'est ça un indice glycémique élevé. Donc c'est des aliments qui sont fort sucrés. Donc il faut éviter aussi ces aliments sucrés et privilégier les aliments qui ont un indice glycémique bas. On a des aliments, tous les légumes d'ailleurs. Il n'y a pas de légumes à éviter. Il n'y a pas de légumes à éviter. Tous les légumes ont un indice glycémique bas. Il y a certains fruits évidemment qui sont plus sucrés que d'autres. Par exemple, le pastèque est plus sucré qu'une banane. Une banane mûre est plus sucrée qu'une banane non mûre. Une pomme, on a des fruits de chez nous, des mangues, c'est un petit peu sucré, mais c'est pas non plus un indice glycémique élevé. C'est plus dans le moyen. L'avocat est un indice glycémique très bas. On peut consommer tous nos tubercules aussi qui sont très bons aussi pour notre organisme. Manioc, igname, on n'en consomme pas beaucoup, patates douces, alors qu'ils sont très bons pour notre santé, surtout pour les santé cardiovasculaires. Et donc voilà, consommer et surtout éviter aussi, oui, les aliments qui ont un cholestérol élevé, donc la graisse, la mauvaise graisse, on en a parlé. Faire beaucoup d'exercices physiques pour justement ce bénéfice santé. Éviter le tabac, comme on a dit. Le stress aussi peut causer un accident vasculaire. Donc c'est très mauvais pour le cœur. Hein. Le cœur, c'est un muscle, ça pompe le sang. Donc quand on est contrarié, ça peut aussi être mauvais, surtout quand on a déjà d'autres facteurs de risque dans notre corps. On peut aussi avoir une maladie génétique où on a une hypercoagulation qui fait qu'on coagule vite le sang et ça peut aussi former des caillots. Et si on a déjà d'autres facteurs de risque aussi, avoir un risque de maladie cardiaque. Parlons alors des personnes qui ont déjà souffert d'une ou de plusieurs maladies cardiovasculaires. Quelqu'un qui sort par exemple d'un accident cardiovasculaire, AVC, quelqu'un qui est hypertendu, hypotendu, ça dépend. Y a-t-il un régime adapté, spécial, en ce qui concerne l'alimentation? Ou bien ils doivent C'est des conseils consommer? surtout qu'on donne. Il y a des maladies, il y a des régimes adaptés surtout pour des personnes qui ont de l'hypertension. Par exemple, il faut éviter le sel. Là, on sait que le sel est très mauvais pour l'hypertension. Il faut rajouter plus des aliments qui ont beaucoup de potassium, qui contiennent beaucoup de potassium. Par exemple, la banane. La banane est très riche en potassium. Il y a certains autres légumes aussi qui sont riches en potassium. Et les épices, il y a beaucoup d'épices. L'oignon, l'ail, ça va aider aussi pour la circulation sanguine. Ça, pour les personnes qui sont hypertendues, on leur conseille de beaucoup mettre ça dans leur alimentation. Et pour les personnes qui ont eu justement des AVC, des choses comme ça, il faut déjà diminuer la graisse qui est dans le cœur. Donc, s'ils étaient obèses, il faut vraiment tout faire pour
maigrir, pour éliminer la graisse qui est dans l'organisme. Et on peut aussi traiter médicalement avec des stents. Ça dépend vraiment de où est-ce qu'il y a eu une obstruction. Parce que s'il y a beaucoup de graisse qui se tasse sur les vaisseaux, ça peut se reboucher. Si on ne change pas son alimentation, si on ne change rien, si on consomme beaucoup d'aliments sucrés ou beaucoup d'aliments avec la mauvaise graisse dedans, on peut rechuter, bien sûr. On peut avoir on est encore en risque. On est toujours à risque, en fait. Donc, ça veut dire qu'on continue à avoir ce risque que ça peut revenir. C'est pas parce qu'on a eu un AVC et qu'on le soigne ça veut dire qu'on ne fait plus attention. Il faut toujours faire attention. Donc, éliminer tous ces facteurs de risque dont on a parlé et vraiment faire attention à son alimentation. Question de ceux qui nous suivent. Je prends une question au hasard. Est-ce qu'une personne qui a souffert de l'AVC peut prendre du thé ou du café le matin? C'est bien ou c'est mauvais? Le café n'a pas d'impact. Le thé vert est d'ailleurs très bon parce qu'il contient des polyphénols. Ce sont des antioxydants, donc qui vont aider justement aussi à la santé du cœur et de l'organisme. Ça n'a pas de contre-indication. Il faut éviter l'alcool parce que dans l'alcool aussi, c'est quand même très inflammatoire et aussi, bon, on peut en consommer modérément, hein. C'est pas interdit de ne pas consommer de l'alcool, mais il faut juste diminuer sa consommation rationnée, quoi. On sent qu'il y a beaucoup à dire, mais on va vous relancer plus tard pour d'autres sujets. Mais un dernier conseil avant de nous quitter par rapport aux différents aliments à consommer pour éviter les maladies cardiovasculaires. Tout ce qu'on vient de parler, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des maladies chroniques comme l'hypertension. Des fois, on ne peut pas savoir qu'on est hypertendu si on ne se fait pas tester. Donc, le conseil que je donnerais d'abord, c'est de se faire un bilan. Au moins une fois tous les 5 ans, ça c'est conseillé. Une personne qui est en bonne santé, allez vous faire un bilan. Ça se fait comment là? Un bilan sanguin chez le médecin. Vous testez votre glycémie, vous testez votre cholestérol. Vous allez voir si vous êtes à risque. Vous pouvez aussi détecter si vous êtes en insulinorésistance. Ça, c'est une étape un peu avant d'arriver au diabète de type 2. Donc ça, vous éviterez aussi certains autres facteurs, parce que ça, ce sont des facteurs pour arriver. Si on élimine déjà ces facteurs-là, on peut déjà éviter. Donc, avoir une alimentation plus ou moins saine, donc consommer plus nos aliments qui ont été produits par la terre, mère nature, tout ce qui est fruits et légumes qu'on peut cueillir, qu'on peut pêcher ou qu'on peut tuer, et pas quelque chose qui a déjà été transformé, qui est déjà dans des boîtes préfaits et avec tous les conservateurs qu'on connaît, les additifs, les exhausteurs de goût, tout ce que vous savez qui vont aussi détruire votre organisme par d'autres polluants. Donc plus vous rajoutez des polluants, plus vous avez des risques, des maladies qui seront des facteurs de risque pour vos maladies cardiaques. Bougez, surtout faire attention aussi à faire de l'activité physique. On conseille 30 minutes par jour, même une petite marche. La marche, simplement, vous êtes en voiture, vous descendez un peu plus loin de là où vous devez aller, vous marchez un petit peu, vous prenez les escaliers au lieu des ascenseurs. C'est facile, ça va vite. Pendant toute la journée, on ne vous dit pas 30 minutes d'affilée, mais essayez de bouger au moins chaque heure. Vous levez 5 minutes, vous allez acheter quelque chose à pied, vous revenez, vous marchez. Et si on a l'occasion de faire un petit peu une activité physique régulière, sortir, faire du sport, on le fait. Les muscles aussi, c'est très bénéfique pour la protection de nos organes. Ça protège, ça relève les organes, donc il faut se muscler. Et on évite aussi les fractures quand on est âgé. Et savoir que les hommes sont plus à risque aux maladies cardiaques que les femmes, jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, on est au même risque que les hommes pour tout ce qui est maladie cardiaque. Pourquoi cette différence?
C'est comme ça, c'est génétiquement, les hommes sont plus à risque. Ok. C'est ce qu'on dit. On va se quitter, mais il y a aussi une petite question que je vais ramasser au hasard. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des aliments qui ne vont pas ensemble. Je te donne un exemple. Si vous consommez, si vous mangez l'omelette, vous ne devez pas, juste après, 10 minutes, 15 minutes, prendre une banane, manger une banane. Il paraît que ça ne colle pas. C'est vrai ça? Non, ça n'a pas de... Il paraît que c'est un poison dans le corps. Vous consommez l'omelette et puis après vous ajoutez banane ou vice versa. Vous prenez banane et puis après omelette. On fait des pancakes avec la banane dedans. Moi j'en fais moi-même. Je suis pas morte. Ça ne m'a jamais rien fait. Non, c'est pas... C'est des théories qui n'ont jamais été prouvées scientifiquement. Il y a des personnes qui ont une sensibilité. Par exemple, quand ils consomment quelque chose, ils peuvent avoir une sensibilité intestinale. Il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent pas manger des crudités parce que ça leur fait des crampes, des ballonnements. Il y a une sensibilité dans votre organisme qui n'accepte pas, ou bien vous avez une certaine allergie qui n'a pas été détectée, qui fait que si vous mangez un aliment, vous êtes peut-être allergique à cet aliment-là, mais vous ne le savez pas, ou alors il faut faire un test d'allergie. Une sensibilité, une allergie, c'est vraiment des éruptions. Vous allez le sentir directement que vous êtes allergique. Parce que vous allez avoir soit des éruptions cutanées, soit des vomissements, soit même vous évanouir. Une allergie, c'est très grave. Une sensibilité, c'est que vous allez avoir un inconfort. Vous allez avoir peut-être des crampes, des ballonnements, des flatulences. Vous allez avoir quelque chose qui se passe dans votre corps que quand vous avez consommé un type d'aliment qui ne convient pas à votre organisme, tout simplement. On est tous différents. On passe un test pour ça. Ça, vous allez le sentir et vous pouvez faire un test d'élimination, c'est-à-dire vous n'incluez pas cet aliment et vous regardez. Et quand vous le réincluez, vous regardez. Et là, vous détectez, ah, en fait, c'est cet aliment qui me fait ça. Et là, vous l'éliminez, ça veut dire que votre corps ne supporte pas. Il y a des personnes qui sont sensibles au gluten et il y en a qui sont intolérants. Sensibilité, moi je peux manger du pain au gluten, je sais que je suis sensible, parce que ça va me faire quelque chose, je vais me sentir mal, mais je ne suis pas intolérante, je ne vais pas être malade, mais je vais juste être pas bien. Je peux manger une pizza parce que j'ai envie de manger une pizza, je sais qu'il y a du gluten, parce que c'est la farine de blé. Je sais que ça ne va pas me faire du bien, mais si j'ai envie d'en manger, je vais en manger. Alors qu'une personne qui est intolérante ne peut même pas prendre un seul grain de farine de blé. Parce que là, c'est vraiment une maladie. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous, Bijou Moudiri, merci biochimiste et aussi nutritionniste surtout. Ça a été un réel plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien et d'ici là, bonne suite de nos programmes.